Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, le professeur Maurice Soudiaguione. Bonsoir professeur. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également monsieur Mamadou Seck, politiste, spécialiste des questions électorales. Bonsoir monsieur Seck. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur 49 dossiers déposés à la DGE, 41 ont été retenus par la Direction générale des élections ce lundi 7 octobre. Les recalés ont donc 24 heures pour faire leur recours au niveau du Conseil constitutionnel avant la liste définitive. On va rentrer dans le sujet en détail, mais premier élément, c'est la coalition Taku Wallu de Macky Sall qui dépose une réclamation au Conseil constitutionnel contre M. Ousmane Sonko. Première chose, on peut dire que c'est permis, M. Seck? Oui, c'est permis par la loi électorale. À partir du moment, mais c'est que les listes concurrentes qui peuvent déposer des recours contre une liste ou des listes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que durant la présidentielle, Thierno Alassane Sall avait justement déposé un recours contre le candidat Karim Wade, si je ne m'abuse. Donc c'est consacré par la loi. Oui. En revanche, on ne sait pas le contenu. Oui. Est-ce que vous avez un peu une idée? J'attends de voir. Je suis curieux d'ailleurs de voir la raison. Probablement c'est lié à la condamnation de Sonko et à la curiosité aussi qu'il ait été exclu du fichier et qu'il ait voté. Donc ça aussi c'était un débat, une curiosité en tout cas pour nous qui suivions tout le débat autour de son vote, de son inscription, exclusion du fichier électoral, etc. Oui, parce qu'on s'interroge, on s'interroge plutôt beaucoup. Le débat s'était posé, professeur Maurice Soudiaguione, sur l'éligibilité de Barthélémy Diaz. Là, en revanche, on dépose une réclamation contre Ousmane Sonko. À quoi peut-on s'attendre selon vous? Peut-être c'est des questions relatives à l'éligibilité, mais puisqu'il y a toujours un intérêt à agir pour une liste concurrente que de chercher à invalider la liste d'un autre parti ou d'une autre coalition qui est partie prenante à ces joutes électorales. Je crois certainement que ça doit être ces questions d'éligibilité. On a beaucoup ajusté tous ces deux cas-là, le cas de Barthélémy Diaz et le cas d'Ousmane Sonko. Quoi qu'il en soit, le Conseil constitutionnel saisi appréciera au regard des dispositions de la loi électorale. Politiquement, on peut dire que la coalition Taku a lancé des hostilités. Je ne dirais pas qu'à lancer les hostilités, je dirais tout simplement que c'est dans le cadre normal du jeu démocratique. Je parlais tout à l'heure d'intérêt à agir. En droit, pas d'intérêt, pas d'action. Donc l'intérêt à agir structure toute prétention à ester devant la justice. Et sous cet angle-là, c'est à bon droit que la coalition Taku Sénégal a introduit un recours. On verra bien où est-ce que ça va nous mener tout cela. En tout cas, le premier constat, l'autre constat et pas des moindres, c'est le président Macky Sall qui est donc la tête de liste de la coalition Taku Wallu. Comment l'analysez-vous, ce retour si rapide dans le jeu politique, Mamadou Seck? Alors, je pense que ça ne surprend pas trop. Je pense qu'on a senti un goût d'inachevé qui venait de lui. Apparemment, il n'était pas très heureux à partir. C'est d'autant qu'il a maintenu le suspense jusqu'au bout. Et il semble-t-il, on lui prêtait cette volonté-là de rempiler pour une troisième candidature. Donc, probablement, c'est ça d'abord. L'autre élément, c'est que Macky Sall reste un acteur politique, mais vraiment une bête politique. Et je pense qu'il veut revenir et essayer un peu de laver l'affront, parce que ça a été réellement un affront de le laisser partir comme ça, malgré sa belle tirade de El Nasek, ce qui était quand même d'une violence inouïe, cette déclaration-là. Mais je pense que le fait qu'il ait voulu revenir, c'est un peu pour laver l'affront. Et également, probablement protéger un peu ses troupes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le débat autour de la reddition des comptes, tout le débat autour de ces chiffres-là, la guerre des chiffres actuellement, je pense qu'il veut revenir et replonger dans ce débat-là, probablement pour un peu essayer de corriger probablement ce qui peut l'être de son point de vue. Donc,
ça peut être tous ces éléments-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai l'impression que Macky veut continuer à exister dans l'espace politique. Donc vous n'êtes pas surpris du tout, hein. C'est une demi-surprise. Macky Sall qui revient pour laver l'affront, sauver l'honneur, peut-être. Qu'en dites-vous, Maurice Oudiaguione? Je pense que le président Sall se rend compte que le contrôle du pouvoir législatif va avoir des conséquences décisives dans la suite de l'évolution du jeu politique. Et donc, quelque part, il veut avoir suffisamment de marge de manœuvre, suffisamment de pouvoir et de faculté d'empêcher pour circonscrire, endiguer en quelque sorte les prétentions expansionnistes du nouveau pouvoir installé et en même temps certainement protéger ses arrières, protéger ses alliés, protéger ses partisans au regard du fait qu'ils doivent donc avoir suffisamment de force politique, de poids, d'emprise au niveau de l'Assemblée nationale pour tempérer quelque peu tout ce qui pourrait donner à penser qu'il y aurait peut-être une volonté peut-être d'acharnement contre son camp. Contre son camp et contre lui-même, parce qu'on agite l'idée de le poursuivre en justice. Est-ce que vous pensez que cette idée peut pousser Macky Sall à venir participer, ou bien en tout cas à venir se livrer entre guillemets? Oui, je pense que c'est une décision difficile à laquelle on n'a pas souvent assisté. Le président Senghor, le président Abdou Diouf et même le président Abdoulaye Wade, pendant les 5 premières années du magistère du président Sall, avaient pris une distance certaine par rapport au jeu politique. Aujourd'hui, on voit le président Macky Sall qui revient 6 mois seulement après l'installation de son successeur. Donc ça veut dire que c'est une situation assez symptomatique du caractère périlleux de la situation politique, en tout cas pour son camp, pour ses arrières, pour sa famille politique et également pour lui-même, au regard des risques qu'il y a également d'abrogation de cette loi d'amnistie qui a été votée pour effacer toutes les péripéties, toutes les violences politiques, tous les crimes et délits attachés aux circonstances très douloureuses dans lesquelles la transition vers le nouveau pouvoir s'est réalisée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette famille politique, après Macky Sall, c'est le désert? En réalité, l'APR a toujours été, et même Benno Bokk Yakaar a toujours été une coalition qui porte les prétentions et les ambitions de pouvoir du président Sall. Et le président Sall est aujourd'hui encore président de l'APR. Donc on a eu du mal pendant les 12 ans au cours desquels il est resté à la tête de l'État à avoir un numéro 2 dans l'APR avec une légitimité politique et charismatique. Cela veut dire que ça a toujours été la politique après moi le déluge, une politique de terre brûlée qui aujourd'hui le rattrape, qui a failli le rattraper avec cette idée persistante qu'il voulait briguer un 3e mandat illégal au regard de la Constitution. Et aujourd'hui également, il se trouve dans une situation de devoir s'impliquer pour peser davantage dans le jeu politique et assurer ses arrières. Alors, sauf que là, Mamadou Seck, c'est le timing qui dérange, qui interroge. Mais pourtant, le président Abdoulaye Wade fut tête de liste plusieurs fois. Ailleurs, en 1984, Valéry Giscard d'Estaing en France est revenu au Palais Bourbon. Là, au moment où nous parlons, François Hollande est député NFP à l'hémicycle français. Donc pourquoi les gens s'interrogent pour Macky Sall? Alors c'est d'abord parce que déjà on lui entrevoyait une carrière internationale avec le 4P déjà. Qu'il avait déjà commencé. Il avait déjà commencé, donc on estimait que voilà un boulevard s'ouvrait pour lui et que donc il allait s'engager dans une carrière internationale qui vraiment l'aurait complètement éloigné du Sénégal. Ça c'est un élément. L'autre élément, je pense que c'est, comme l'a dit Maurice, c'est lié aussi au contexte. J'ai l'impression qu'il veut venir un peu, comme j'ai dit, laver l'affront, mais également protéger ses arrières. Parce que toute la discussion, tout le débat autour de la loi d'amnistie, etc., probablement si aujourd'hui il arrivait qu'il y ait une majorité, qu'ils aient une majorité, ça aurait probablement protégé davantage cette loi-là, qui aujourd'hui est en train d'être remise en question. Je pense que toutes ces questions-là peuvent expliquer son retour au sein de l'arène politique.
En plus du fait que quand même lui-même, effectivement, il avait créé un vide autour de lui. Il y avait, aujourd'hui, il y a personne pour, à son départ, prendre la place de Macky, occuper le fauteuil dignement. Oui. Donc malheureusement, il est obligé aujourd'hui de revenir pour galvaniser, etc., remobiliser les troupes et également probablement protéger certains. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des menaces qui pèsent sur certains. Et il les avait et sur lui-même. Et sur lui également. Donc je pense que toutes ces problématiques-là peuvent expliquer qu'il veuille revenir. Il y a aussi quelque chose. Moi, c'est quelque chose de curieux puisque j'avais pensé qu'il allait laisser le suspense et même s'engager parce que la loi ne l'interdit pas, la loi électorale, et démissionner une fois qu'il aura été élu. Oui. Parce que, oui, dans les 8 jours après son élection... Comme l'a fait plusieurs fois Maître Abdoulaye d'ailleurs. Voilà. Ouais. Mais le fait qu'il ait définitivement décidé de laisser de côté, c'est dire que c'est un engagement réel et qu'il est prêt à descendre sur le terrain pour justement, ça c'est une autre chose. Parce que être tête de liste, c'est une chose, mais aussi venir battre campagne. Est-ce que ça, c'est raviver une tension naissante au Sénégal? Alors, il ne faut pas tuer Macky Sall très tôt. Je pense que il y a quand même des sympathisants, il y a du reste autour de ces sympathisants. La paire n'est pas totalement mort, etc. Donc le fait de vouloir revenir... Il y a une saignée, bien évidemment, mais bon, après 12 ans, vous ne pouvez pas avoir tout perdu. Il y a toujours des restes qui sont là. C'est l'affaiblissement inhérent à la perte du pouvoir. À la perte du pouvoir, ça c'est naturel. Plus de 30 partis sont nés des flancs du PDS quand il a perdu le pouvoir. Donc ça c'est naturel. Mais je pense que le fait qu'il veuille revenir en dit long sur son engagement et sa volonté, mais vraiment d'en découdre et justement mettre en difficulté le pouvoir en place. Alors, 8 coalitions ont vu leur dossier, leur déclaration de candidature rejetée, dossier irrecevable pour diverses raisons, comme non-présentation de quittance confirmée par une attestation de la CDC. C'est le motif de l'irrecevabilité de la liste de la coalition En Avant Tchakanam, ou une liste incomplète au proportionnel. C'est le cas de l'alliance Sam Sunu Sénégal. Maurice Soudieguione, plusieurs duels donc dans ce match électoral qui s'annonce. Macky Sall, on en a parlé, Ousmane Sonko, Amadou Ba et Barthélémy Diaz se disputeront les 53 sièges pour le scrutin proportionnel. Comment voyez-vous ces joutes et qu'est-ce qui se joue pour les uns et les autres? Oui, je pense que la présidentielle de 2024, du 24 mars dernier, avait consacré une élection très polarisée, en ce sens qu'on était dans une sorte de référendum pour ou contre la continuité du régime du président Sall, ce qui a amené les forces politiques à se regrouper et à se raffermir. Et ce regroupement et ce raffermissement a donné donc l'émergence de 4 pôles. Et donc on peut analyser cela à travers 2 idées structurelles et structurantes. D'une part, la consolidation du bloc PASTEF face à des recompositions politiques, ou si vous voulez, des recompositions politiques face au bloc PASTEF. D'autre part, il y a également la stratégie de l'intercoalition comme moyen de mutualisation des forces recomposées. D'abord, qui avait fait mouche d'ailleurs en 2022. Alors la constitution, ou si vous voulez la consolidation du PASTEF comme force politique, comme bloc hégémonique, et bien cela c'est pour maîtriser les élus de PASTEF, pour dérouler plus facilement le projet, le programme politique qu'il n'aurait pu l'être si l'on était dans l'hypothèse d'une coalition hétéroclite. Et à côté, nous avons des recompositions politiques, des forces politiques recomposées. La première recomposition politique est une recomposition politique articulée autour de la famille libérale, avec l'APR de Macky Sall, avec le Réumi d'Idrissa Seck, avec les libéraux... une frange du Parti démocratique sénégalais. De Modou Diagne Fada, LDR ISL, avec Oumar Sarr, avec Bokk Gis Gis et autres. L'autre pôle de recomposition des forces est une recomposition de la coalition
coalition Benno Bokk Yakaar autour de la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba avec les alliés de Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire le PS, l'AFP et la LD et autres. Le troisième pôle maintenant, c'est une forme de recomposition de la coalition Yewwi Askan Wi avec Taxawu Sénégal d'une part, le PUR d'autre part et leurs alliés, notamment Bougane Gueye Dany, notamment Anta Babacar Ngom, notamment Pape Djibril Fall, notamment Thierno Bocoum et notamment Pape Djibril Fall. Donc on voit bien qu'il y a ce bloc hégémonique que PASTEF va constituer et à côté pour faire face des forces politiques recomposées à travers ces trois pôles essentiellement. Alors on va revenir sur la stratégie de PASTEF qui en réalité se reconnecte à sa base, mais tenant compte de ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui se joue selon vous lors de ce scrutin? Alors c'est d'abord le fait que PASTEF veuille revenir et se reconnecter à sa base n'est pas uniquement une stratégie de partisanerie. C'est une stratégie, elle se projette sur les perspectives de l'Assemblée nationale. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, vous savez que l'article 4 de la Constitution consacre les partis et les coalitions. Mais en même temps, quand vous quittez votre groupe parlementaire, vous perdez votre mandat. Voilà. Mais quand vous démissionnez de votre parti, mais quand vous quittez la coalition, vous ne perdez pas votre mandat. Je pense que Ousmane Sonko veut protéger d'abord s'assurer que tous ceux qui vont aller à l'Assemblée nationale... Excusez-moi de vous interrompre, là il y a eu la jurisprudence Aminata Touré. Donc c'est pour se protéger de ça. Plutôt que beaucoup ont lu une volonté probablement de trahison, etc. Je pense qu'il a été assez stratégique et veut sécuriser, une fois arrivé à l'Assemblée nationale, justement, ces sièges-là et ne pas être à la merci de certains qui seraient tentés de démissionner s'ils étaient allés en coalition. Ce qui explique que d'ailleurs, beaucoup de la coalition Diomaye ont rallié PASTEF. Parce qu'ils ont compris la stratégie et veulent donner des gages. Alors, ça c'est un élément. L'autre élément, effectivement, c'est une reconfiguration de l'espace politique. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez beaucoup d'acteurs qui disent j'appuie, je donne mon onction morale, mais je ne suis pas compétiteur, je ne suis pas sur les listes. Abdoul Mbaye, il y en a d'autres. Donc ça en dit long sur ce renouvellement-là qui est en train de se faire. Tout comme le PS qui a dit tous les caciques, tous les anciens, etc., mettez-vous en retrait, faites la promotion des jeunes. Il y a un renouvellement générationnel. Il y a un renouvellement générationnel qui est en train de se jouer. L'autre élément, c'est quand même, si vous voyez les coalitions qui sont en train de se constituer avec les têtes de liste et les profils, je pense que si on a par extraordinaire toutes ces listes-là qui arrivent à l'Assemblée nationale, on aura eu de la qualité. Parce que si vous voyez les profils, c'est intéressant, comme l'a dit Maurice, comme il l'a décrit avec les différentes listes. Je ne ferai pas de pub parce qu'on est en pré-campagne. Mais on voit que... On a de la qualité, vous parlez du profil des candidats. Des profils des candidats. Ils sont assez intéressants. Et ça peut aussi aider à améliorer un peu le niveau du débat à l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a quelque chose qui... je suis curieux de voir quel est le sort qui a été réservé aux élus de la liste des suppléants de Yewwi. Parce qu'ils ont gagné en expérience. Ils ont eu de l'épaisseur durant ces 2 ans-là. Ils ont quand même eu à travailler. Mais je ne les ai pas entendus au moment des investitures, au moment des débats, des discussions, etc. Alors qu'on aurait également pu capitaliser sur eux parce que finalement, ils auront acquis de la légitimité et bâti des légitimités au niveau local. Voilà. Donc, ça, c'était une digression parce que je suis curieux de voir quel a été leur sort aussi au moment où on était en train de... Puisque c'était, en fait, on les avait choisis par défaut. Par défaut, absolument, parce que la liste nationale avait été rejetée en 2022. Ils ont été là par un concours de circonstances, mais à l'arrivée, ils ont quand même eu de l'expérience. Il y a eu des révélations, j'ai vu des noms qui ont été reconduits. C'est excellent. Absolument. La question, messieurs, maintenant, c'est qui a plus à perdre Macky Sall qui risque un deuxième revers électoral ou le parti au pouvoir qui doit impérativement avoir une majorité pour transformer en choix opérationnel son projet? Qui a plus à perdre? Je crois que on est dans le cadre du jeu démocratique normal. Le président Sall et tous les autres
partis et coalitions de l'opposition, notamment le quartet qui s'est dégagé. Je crois qu'avec la stratégie de l'intercoalition, on va peut-être vers une majorité de PASTEF, mais il faut compter avec des forces politiques de l'opposition. Ah, vous croyez on va vers une majorité de PASTEF? C'est une hypothèse. Oui. Je dis que même si on est dans l'hypothèse d'une majorité du parti PASTEF, il y aura certainement des forces politiques de l'opposition. Des groupes importants. Voilà, notant surtout qu'il y a cette stratégie de l'intercoalition qui est mise en place, c'est-à-dire la mutualisation des forces recomposées au niveau des départements. Et là, je pense que c'est le lieu où on élit, je crois, 112 députés au niveau des départements avec un scrutin majoritaire à un tour, qui est un scrutin brutal où avec une seule voix, on remporte tous les sièges. C'est le fameux Raogadou, comme on dit. Donc ça peut jouer un effet très déterminant dans l'issue du scrutin. Et ça, il faut le prendre en compte pour éviter de trop banaliser le rôle que peut jouer l'opposition, mais également souligner avec force que généralement l'électorat sénégalais n'a pas tendance à contredire une majorité présidentielle nouvellement installée. Absolument. Généralement, on a tendance à lui donner la majorité afin qu'elle puisse, dans une congruence et une convergence entre majorité présidentielle et majorité parlementaire, dérouler son programme. Alors, le PASTEF, vous en avez parlé, professeur, qui donc va compétir sous sa propre bannière, c'est stratégique, et c'est même une certaine façon de revenir à l'orthodoxie, puisque avant, le Parti socialiste allait sous sa propre bannière, le Parti démocratique sénégalais également, sauf que là, le contexte a changé, les dynamiques politiques ne sont pas les mêmes que la présidentielle. Est-ce que c'est tout de même risqué? Alors, il y a toujours une part d'inconnu dans toute élection. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on fait des sondages. Malheureusement, le Sénégal interdit les sondages. Alors, mais je pense qu'il y a un risque. Il y a un risque pour plusieurs raisons. La première, c'est que, voyez-vous, si on confronte le citoyen à la dure réalité de nos quotidiens, effectivement, la vie est chère, etc., le contexte n'est pas assez favorable. L'autre élément, c'est que quand même, si vous faites la comparaison, Macky Sall, il est élu en avril, il fait son élection, ses législatives en juin. Donc c'est dans la foulée de son élection. Absolument. Donc l'électeur n'a pas fini de retrouver ses esprits. Et tout de suite on organise des élections législatives. Des élections législatives. 6 mois sont passés avec beaucoup d'atermoiements. Le Premier ministre refuse d'aller faire sa déclaration de politique générale. Il y a tout un débat autour du voile ici, Cheikh Omar Diagne là-bas, etc. Donc je pense que... le débat économique. La guerre des chiffres, etc. Je pense que les contextes ne sont pas les mêmes. L'autre élément, c'est que de plus en plus, on est dans le vote zapping. Le vote zapping, c'est un concept emprunté de la France. Expliquez. Où on ne peut pas comprendre qu'il y ait une majorité aux législatives en juin et qu'en juillet, au local, ça change complètement. Puisque l'état de l'opinion évolue tellement avec les réseaux sociaux, on est agressé de toutes parts, il y a toute une forme d'influence. En France, tout le monde voit le Rassemblement national, exactement, qui fait c'est la gauche qui c'est la gauche. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une part d'incertitude. Et on ne peut pas, je pense que l'erreur serait de sous-estimer les forces d'en face. Parce qu'on a senti quand même une organisation. Et ce qui m'a un peu impressionné, puisque moi, à la base, je disais, mais le filtre naturel pour ces élections-ci, ça ne va pas être le parrainage, c'est les délais. Mais pourtant, on est arrivé à 41 listes. Cette capacité à réagir rapidement, à s'organiser, à négocier, à discuter, à asseoir des coalitions, ça en dit long sur aussi la détermination des acteurs. Ça veut dire que ne sous-estimons pas les forces d'en face et que PASTEF a tout intérêt à vraiment se mettre vraiment sur le terrain parce que le risque est là. Alors, sauf que PASTEF a un destrier qui s'appelle Ousmane Sonko, un leader naturel qui est écouté et qui est, j'allais dire même, en tout cas qui est bien écouté, et il y a une adhésion, il y a une base affective et électorale. Ça peut avoir son effet pour cette élection?
Bien entendu, on a vu que l'implication d'Ousmane Sonko lors des élections locales a été déterminante, puisqu'il a fait non seulement une campagne locale à Ziguinchor, mais également un peu partout dans le pays. Il a fait élire également des députés, alors même que le Conseil constitutionnel avait invalidé la partie de la liste constituée des titulaires. Tout à fait. Et malgré cela, il a fait campagne. Et comme il le dit, eux-mêmes, ce sont les remplaçants qui ont gagné. Qui a fait élire les suppléants. Donc ça veut dire qu'il a un coefficient personnel, un charisme, une aura, une influence qui va être certainement déterminante sur l'élection. Oui. Alors, toutes les régions, à l'exception de Dakar, ont reçu le matériel électoral, affirme Biram Sen, le directeur général des élections, qui ajoute que l'État peut faire une économie de 8 milliards avec la confection des bulletins de vote en petit format, proposition de la société civile. Mamadou Seck, au-delà de l'économie non négligeable, surtout en ce moment, 8 milliards, ce n'est pas quand même rien. Est-ce que ce modèle peut avoir une quelconque influence sur le vote ? Je ne pense pas que ça puisse avoir une influence sur le vote, puisque les couleurs sont conservées, les effigies sont conservées, etc. Donc c'est juste une réduction pratique qui permet de faire des économies. Et je pense qu'il faut saluer cette initiative et peut-être ne pas tomber dans une innovation majeure dans le cadre d'un processus d'exception qui peut entraîner des contestations qui peuvent porter un coup fatal à notre démocratie. Oui, ce n'est pas encore tranché. Il y a une rencontre demain. Le ministre de l'Intérieur va recevoir donc les mandataires. Est-ce que vous pensez, vous, que cette innovation, si jamais est acceptée, rappelons que c'est le président de la République quand même, qui fixe par décret le format des bulletins de vote. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur le déroulement ? À partir du moment où les couleurs sont les mêmes, les logos et les photos, puisqu'il y a la photo du chef de la tête de liste, je pense que ça convoque d'ailleurs la question de l'administration des coûts électoraux, puisque les élections coûtent cher. Et donc, plus on optimise, mieux c'est. Ça, c'est un élément. Maintenant, du côté de l'électeur, puisqu'en fait, on fait tout pour l'électeur, du processus depuis le début jusqu'au contentieux et la proclamation définitive des résultats. Je pense que il faudra mettre le paquet sur la sensibilisation et l'information pour ne pas dérouter l'électeur et pour ne pas qu'il y ait beaucoup de bulletins nuls. Parce qu'en fait, c'est ça le risque. La campagne commence le 27, il faut aller très vite. Oui, mais aujourd'hui, actuellement, la DGE peut démarrer sa communication et son information. Et là, mettre le paquet pour informer si on arrive à asseoir cet accord-là. Encore que moi, je pense que c'est un accord à minima. Parce qu'on aurait pu asseoir des accords beaucoup plus consistants, beaucoup plus intéressants. Beaucoup plus importants. Il y a eu quand même des gestes de bonne disposition du ministère de l'Intérieur. On se rappelle le premier rendez-vous qui a capoté malheureusement. Oui, qui a capoté un accord qui était là et qui a été remis en question, notamment pour la durée des dépôts. Absolument. Et ce qui m'a un peu... J'ai questionné la pertinence de faire 21 jours de campagne, alors qu'on aurait pu s'inspirer de la présidentielle 14 jours et laisser encore le processus. Ça nous aurait donné encore 7 jours supplémentaires aux coalitions, etc., de s'organiser encore mieux. Parce que même le rejet d'une liste, c'est quand même un peu frustrant pour tous les efforts qui ont été fournis. Donc il aurait été intéressant de leur donner ce délai-là. Maintenant, pour revenir à la question, ce serait intéressant. On pourrait l'expérimenter et capitaliser là-dessus d'ailleurs pour les prochains processus, mais mettre le paquet pour que l'électeur ne soit pas dérouté. Est-ce que le manque les dissensus qu'on a vus avant la publication de ces listes peuvent avoir un impact sur la qualité du scrutin, peuvent entacher la qualité du scrutin? Non, je ne le pense pas, parce que quand même, il faut dire que c'est une élection exceptionnelle. C'est la première fois qu'on organise des élections anticipées à la suite d'une dissolution. Tout à fait. Et on est dans l'hypothèse de la mise en application de l'article 87 de la Constitution. Eh bien, les partis d'opposition ont fait une confusion majeure, une méprise, en voulant que le décret fût conforme
à la loi, alors qu'en l'espèce, c'est la Constitution qui s'applique, qui est la charte fondamentale. Tout à fait. Donc, en dehors de cela, on est obligé... Le Conseil constitutionnel l'a rappelé. Donc, on est obligé de revenir aux fondamentaux, et c'est vrai que les partis politiques ont tendance souvent à instrumentaliser toutes les zones d'incertitude. C'est le jeu politique. Mais il est certain qu'on doit s'acheminer vers des élections. L'essentiel, c'est que ces élections soient bien organisées. Le Sénégal a montré, avec tout le professionnalisme de la DGE, qu'il avait la capacité, et du ministre de l'Intérieur, d'alors M. Makhtar Cissé, montrer qu'il avait la capacité d'organiser en temps voulu, de façon transparente, régulière et démocratique, une élection saluée à travers le monde. Mais aussi le Conseil constitutionnel, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez, heureusement que nous avons quand même une interprétation de très haute facture au niveau du Conseil constitutionnel pour nous permettre de déjouer ces pièges, Maurice Diagne. Oui, bien entendu, le Conseil constitutionnel a eu à jouer un rôle prétorien dans sa jurisprudence, mais il faut le rappeler que ce rôle prétorien du Conseil constitutionnel a déjà été posé avec les décisions prises en 1993, où le Conseil constitutionnel avait déjà rationalisé le contentieux électoral en théorisant le principe de la succession et non du cumul des contrôles. Ensuite, le Conseil a toujours fait primer l'esprit de la loi sur la lettre. Absolument. Le Conseil a toujours estimé que les irrégularités ne devaient pas être appréciées in abstracto, mais in concreto, c'est-à-dire selon les circonstances de l'espèce, et qu'il fallait toujours voir si on ne pouvait pas a posteriori reconstituer la volonté de l'électeur, puisqu'en démocratie, c'est la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple qui prime. Et donc, toutes ces innovations du Conseil ont été en quelque sorte réaffirmées avec force lors de cet épisode difficile 2024, que nous avons traversé. Et le Conseil, comme a dit son président, sans peur ni reproche, a dit le droit, et heureusement que ça nous a permis de sortir d'une impasse. Et le secret se trouve dans les urnes. Donc il n'y a pas de souci à se faire, puisque la coalition Taku de Macky Sall a déposé une réclamation auprès du Conseil constitutionnel. Le droit sera dit dans l'esprit et dans la lettre. Ah oui, c'est le juge du contentieux, le Conseil constitutionnel, qui a 72 heures pour statuer sur ce recours-là, et le processus suivra son cours. Ça n'entachera en rien le déroulé du processus. Le déroulement du processus. Vous parlez des chiffres et des coûts. Les charges d'impression pour chaque candidat vont coûter 284 millions, et sans compter les documents de propagande qui vont coûter 21 millions. C'est conséquent, et donc ne pas à négliger. Un mot quand même sur l'idéologie des partis. On le sait, c'est le pragmatisme qui l'emporte sur l'idéologie. Quand on regarde aujourd'hui des blocs de gauche un peu éparpillés aujourd'hui, alors que idéologiquement, est-ce qu'on peut dire que le parti PASTEF est quand même le parti héritier de la gauche historique, puisqu'on retrouve là-bas MSU, le bloc des masses. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ? Pas forcément un paradoxe, parce qu'en réalité, cette idée de souveraineté est une idée centrale dans les partis de la gauche et de l'extrême gauche. Souvenez-vous du slogan du PAI de Majmoud Diop, Mom Sareu, Bok Sareu, Defar Sareu. Donc le panafricanisme. Un esprit, une culture, Mom Sareu. C'était le slogan des partisans du non, déjà en 1958. Donc je veux dire que cette perspective à la fois souverainiste, panafricaniste, mais également de justice sociale, de réappropriation des ressources du pays, de l'identité du pays, qui ont toujours été des thèmes très porteurs et très agités par les formations politiques de gauche et qui sont développés au plus haut point par le parti PASTEF, peut avoir un effet d'attraction très fort. Eh bien, il y a aussi cette dimension, disons, de lutte pour la promotion des libertés. N'oubliez pas que ce sont les partis de gauche qui ont eu à subir le plus durement les foudres du régime du président Léopold Sédar Senghor au lendemain de la crise du 17 décembre 1962 à la suite de sa construction hégémonique. Et tous ces partis-là, aujourd'hui, ont eu peut-être un réceptacle naturel au PASTEF. Mais c'est ça le paradoxe. Ce parti a eu, à un certain moment, à incarner
cette résistance face aux dérives oppressives. Ce n'est pas pour rien que le siège s'appelle Kër Maodo, mais là où je veux en venir, c'est que toute la gauche ne soutient pas PASTEF, LDMPT, RTAS, UDF Mbolomi sont contre aujourd'hui le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ou bien c'est le pragmatisme qui l'emporte? Moi, je pense que les alliances ne se font pas sur une base idéologique. C'est sur une base de la proximité, de l'opportunisme, des réalités du moment, etc., mais non pas sur une base réfléchie de l'idéologie, des positionnements idéologiques, etc. Moi, je reste convaincu que, comme on a pour habitude de dire, on vit de plus en plus la mort de l'idéologie, ou en tout cas son affaiblissement, et que c'est le pragmatisme. C'est une opinion fast-food, et on essaie de gérer tout de suite les urgences de l'heure. Et quand vous les écoutez tous, ils disent presque la même chose. Donc c'est dire que finalement on se retrouve autour de l'urgence et après bien évidemment par des concours de circonstances on se retrouve, mais c'est après coup qu'on se rend compte que tiens, on est ensemble sur la même idéologie, etc. Et encore même PASTEF, j'attends de voir l'idéologie à laquelle mais vraiment il adhère. J'ai bien peur qu'on vive un peu le scénario Macron, qui en fait est une bête évanescente. Macron, c'est en train de se mal terminer. Là. Voilà, parce qu'en réalité, on ne sait pas réellement de quel bord il est. Bon, PASTEF peut-être aura le temps d'imprimer une dynamique et de définir une stratégie beaucoup plus lisible et qui lui permettra de faire des choix en termes de coalition, en termes d'alliance, etc. Et j'insiste sur ce paradoxe. Pour moi, parce que LDMPT du professeur Abdoulaye Bathily, qui est plus panafricain qu'Abdoulaye Bathily et qui est plus anti-impérialiste qu'Abdoulaye Bathily, alors que son parti ne soutient pas PASTEF. Rappelez-vous du slogan d'Abdoulaye Bathily en 2007. C'était Djubenti, Sénégal. Aujourd'hui, on parle de Djoubel Djoubenti. Donc, tout cela relève du paradoxe, n'est-ce pas? Pas forcément. Il faut dire qu'il y a eu un émiettement des forces de gauche. On a eu des partis de gauche qui se sont alliés à des libéraux, des partis de gauche qui se sont alliés à PASTEF, etc. Exactement. Donc voilà, même Maître Wade en 88 a été soutenu par Landing Savané, par le PNT, par la LD, tous partis qui sont des partis de gauche. Donc il y a certes un effritement des idéologies, une prégnance des idéologies de plus en plus contestées et contestables au regard de la mondialisation, au regard de plusieurs facteurs d'homogénéisation des idées, des pensées et des manières de voir et de faire en politique, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des proximités qui se font au niveau des idées à travers cette perspective d'un pays sur le nationalisme, juste et prospère, sur le nationalisme, sur l'indépendance, sur la réappropriation des ressources naturelles, des ressources du pays, sur un développement centré d'abord sur le pays, ouvert ensuite à travers des cercles concentriques sur l'Afrique et ensuite au reste du monde, comme le dénote l'appellation du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Donc tout cela, je pense que ce sont suffisamment de signaux très forts et de positionnement significatif sur l'échiquier politique à la fois national et international. Et vous avez raison de rappeler que c'est la gauche qui est allée chercher Maître Abdoulaye Wade à Paris, Abdoulaye Bathily, Landing Savané et Feu Amat Dansokho pour former le FAL, le Front pour l'alternance. Messieurs, merci. Merci beaucoup Mamadou Seck, politiste, spécialiste des questions électorales. Merci beaucoup professeur Maurice Soudiaguione et bonne rentrée. Merci beaucoup. Vous allez reprendre à l'université Gaston Berger. Gaston Berger, tout à fait. Merci beaucoup, agrégé en sciences politiques. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.